Joyeux 2022 tout le monde. Espérons. Pour cette nouvelle année, on déconne pas chez les chroniques de Nick, on fait peau neuve, muni d'une nouvelle bannière et d'un nouveau backdrop, et avec des projets originaux en réserve. Comme cette première vidéo du Nick 2.0 hyper originale, un top de mes films préférés de l'année 2021. Du jamais vu. Enfin, plus sérieusement, là où je vais bel et bien faire mon original, c'est que sur cette chaîne, où j'ai toujours parlé animation et pas autre chose, là je vais aussi parler de films avec des images réelles. Oh mon dieu, que d'ambition. Et oui, car je suis aussi un grand fan de cinéma, et je me suis dit que pour une fois, ce serait bien de parler d'une autre de mes passions à ceux qui ne me connaissent que par le biais de cette chaîne. Et si 2021 ne va certainement pas nous manquer sur bien des points, faut s'avouer qu'on a eu pas mal de bons films cette année, suffisamment pour que j'ai plusieurs coups de cœur dont j'ai envie de parler. Et ce, même si je n'ai vu d'après mon sens critique que 42 films de l'année. J'ai dit 42. Mais bon, j'ai surtout vu des bons trucs et me suis préservé d'autant de purges que possible. J'ai quand même vu Venom 2 pour mes principes sadomasochistes, donc j'ai assez de matériel pour un petit top 12. Pourquoi top 12 ? Parce que si c'était un top 11, vous m'auriez dit « Oh, il fait une référence au Nostalgia Critique ». Après que ceux qui me suivent pour l'animation se rassurent, elle a toujours voix au chapitre ici, avec plusieurs excellents films d'animation dont je parlerai dans ce top. Alors sans plus de cérémonie, plongeons dans ce que 2021 nous a offert de meilleur en matière de cinéma, selon mon humble personne qui fait un top complètement subjectif pour rappel. Numéro 12. Je me suis demandé pendant un petit moment avec quel film j'allais inaugurer ce top, vous savez, pour le côté première impression. Je me suis dit qu'il fallait probablement que j'ouvre avec un film pour prouver que je suis un fan de cinéma sérieux, au goût classe, et s'ouvrant à toute la richesse du cinéma international, et pas seulement aux gros blockbusters américains. Et puis je me suis dit, au diable la première impression. J'étais allé voir le Suicide Squad de 2016 au cinéma, m'attendant gros naïf que j'étais, et que je suis toujours, oui, à quelque chose de sympa. Et c'était pas quelque chose de sympa. Du tout. Du coup, pour leur nouvelle tentative 5 ans plus tard, on fait table rase, et lorsque j'ai vu ce film, je me suis dit, quand même, ils abusent chez Warner, c'est exactement ce film-là qu'on voulait en 2016. Sans rire, dans la structure, Suicide Squad habillé d'un The ne sort pas tellement des sentiers battus dans lesquels Suicide Squad sans The s'orientait. Toujours est-il qu'on a ici à la fois son semblable et son antithèse absolue. En piochant sa bande de bras cassés psychopathes chez quelques des frics les moins remarquables de la galaxie d'ici, côtoyant des valeurs sûres, James Gunn laisse parler son amour des losers magnifiques qui animaient déjà les gardiens de la galaxie. Ce que j'aime, c'est qu'il fait ça sans aucun cynisme et rend ses bras cassés remarquables dans un terrain de jeu encore plus à la hauteur d'une éventuelle bouffonnerie grasse et jubilatoire à souhait. Alors, soyons clairs, non, dans son fond, The Suicide Squad ne révolutionnera pas le genre ou que sais-je. Mais c'est un film qui fait tellement du bien et qui, personnellement, me redonne espoir dans la possibilité d'un cinéma de super-héros déjanté rated R qui fonctionne après la double mascarade Deadpool. C'est un vrai film de sale gosse qui ne manque pourtant ni d'efficacité ni de spontanéité, et qui sait se soumettre aux conventions sans perdre son âme ou s'engouffrer dans les pièges dans lesquels il était facile de s'engouffrer. Les dingos suivis sont de vrais anti-héros, que Gunn sait aussi rendre tordant que, en temps voulu, attachant. Grosse ironie quand il nous est dit de ne pas trop nous attacher à aucun d'entre eux. D'autant que l'avantage, c'est qu'on peut s'attendre à tout pour eux, Gunn ayant eu carte blanche quant au droit à la vie et à la mort de n'importe quel personnage. À part Harley Quinn, faut pas déconner, elle peut pas crever elle. Mais étrangement, il résulte parfois de leur unité bancale une émotion sincère et miraculeusement pas mal placée, la galerie de personnages adéquate aidant. Et c'est dans ce film où la chair à saucisse pleut parfois de manière complètement assumée dans son inutilité, que pour une fois dans ce genre de grosse production, ironiquement je me suis senti investi dans les enjeux, pour de vrai. Même sur la fin, cette galerie reste de purs anti-héros par le biais desquels les États-Unis en prennent toujours plus pour leur grade, amenant mieux la partie sauvetage général que d'autres personnes le disent, je trouve. Du coup, on tient un film à la sincérité admirable, tant envers les personnages que l'histoire, et il a fallu que Warner aille racler les poubelles de Marvel quand l'occasion s'est présentée pour ça. Quelle ironie. Numéro 11. Allez, on passe à quelque chose qui fait quand même un petit peu plus culturé. Puis c'est quand même plus classe de le mettre devant The Suicide Squad que derrière. Je vous propose donc un petit film fleuve français, Cocorico, et pourtant intégralement réalisé en japonais. Onoda me paraît être un film plutôt exigeant, si tant est que ce terme ait encore du sens de nos jours. Autant je me suis, je l'admets, un micro-chouïa ennuyé durant la première heure, malgré une plastique déjà irréprochable, le reste m'a captivé. La longue traversée de la première heure, bazardant au plus vite sa partie guerre pure avec la conquête de l'île par les forces américaines, offre des résultats bénéfiques en considérant ce qui la succède. En effet, le film d'Arthur Harari se recentre au plus vite sur une petite poignée de personnages, rétrécissant au fil de 30 années passées isolés et en pleine guerre secrète, persuadés que jamais leur nation ne perdrait la guerre, même dans ses derniers retranchements vers la fin de celle-ci.
Une histoire incroyable et vraie autour d'un homme qui, tel que qualifié au début, a peur de mourir, aujourd'hui oublié des uns et immortel pour d'autres, après tout ce temps passé dans l'ombre pour une guerre finie depuis longtemps. Le film parle de l'endoctrinement d'un homme reclus, en pleine paranoïa, et se bornant à croire que la guerre continue, voyant des symboles cachés là où il n'y en a pas. Ce qui peut se comprendre après une guerre durant laquelle il fallait rester constamment sur ses gardes, mais qui garde mine de rien un aspect intemporel. Le film n'est pas dans le jugement, mais simplement dans le constat et dans la volonté de raconter une histoire des plus fascinantes, autour d'un homme piégé par sa volonté d'héroïsme, et donc des fois conduit à des choses moins reluisantes. Et pourtant, il demeure de beaux morceaux d'humanité là-dedans. Onoda, le personnage, n'oublie pas la guerre désormais oubliée des autres, ça aide qu'il se croit toujours en plein dedans c'est sûr, et n'oublie rien des efforts passés de ses camarades pour tenir tête. J'adore le côté frère d'armes qui suit la première heure, où le film alterne sous un superbe sens du montage entre l'effroi de la guerre qui survient à la guerre elle-même, et la camaraderie entraînant à la fois des scènes amusantes et ses instants tendres et tristes. Ainsi, c'est en voulant avant tout faire honneur à leur patrie, que indirectement les personnages finissent par se rappeler la beauté de l'amitié humaine contre la solitude, et c'est cette humanité qui a bien contribué à me faire adorer le film. Et ça, c'est beau. Numéro 10. Bon, c'est le moment de la vidéo où je suis censé passer pour un vendu, alors parlons d'un film Disney. L'air de rien, on a été gâté en 2021, avec 2 films d'animation pour le prix d'un. Bon, ça aide aussi que Raya était censé sortir en 2020, mais a été repoussé parce que vous savez quoi. Mais si j'ai bien aimé Raya, il m'a semblé manquer un je ne sais quoi pour m'y faire pleinement accrocher, contrairement à son petit frère. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'on le considère le plus souvent comme inférieur à Raya. Et j'ai aussi l'impression que ce qui a moyennement convaincu les gens avec lui, fait justement ce qui fait que je l'ai préféré à Raya. Pas de large univers à explorer, pas de menaces allant au-delà de la hauteur de la baraque fantastique, oserais-je dire, c'est plus relaxant, quand bien même ça garde un rythme poussant à taper du pied. Toujours est-il que c'est ce qui me plaît dans Encanto, cette faculté de croiser le spectaculaire avec une sobriété identifiable. Contenant le récit dans une sorte de huis clos, le film parle, comme d'autres Disney avant lui, et comme Fast and Furious même si je suis sûr que ça n'a aucun lien, de la famille avant tout. Est-ce que l'histoire est simple? C'est possible, mais déjà qu'elle me parle bien, je trouve sa mise en place maligne. Je m'attendais à une autre histoire type « j'ai l'impression d'être une personne complètement banale au milieu de gens talentueux ». Et s'il y a de ça évidemment, le film creuse dans ce sujet de sorte à surtout évoquer la peur de ne pas être à la hauteur. Et pour ce faire, il met en avant le caractère à double tranchant de cette magie héritée. D'un côté la pression imposée par les pairs que l'on se sent porter sur les épaules, et de l'autre la crainte de ne pas ou de ne plus se sentir d'une quelconque utilité dans l'unité familiale. C'est ce que j'aime avec la plupart des Disney animés récents, leur capacité à prendre des idées et personnages simples pour y injecter un nouveau twist intéressant. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que cette histoire de famille magique aborde les dangers des relations familiales toxiques, et qu'elle le fasse aussi bien, surtout par le biais d'un personnage que je trouve déchirant derrière les gags qu'il apporte. C'est pourquoi derrière l'explosion de couleurs et de musique, Encanto est finalement très mature, poussant plus loin cette idée d'absence d'antagoniste autre que sa propre nature humaine, encore plus loin que Ralph 2, La Reine des Neiges 2 et même Raya avant lui. Ça fait que magie et réalisme vont main dans la main, de sorte à ce que la structure familiale reste le focus du récit. Ça se sent dans la tournure de plusieurs scènes, pouvant très bien sortir d'un film quelconque sur une cellule familiale en crise, mais avec un habillage magique. Et aussi, sa place dans ce top s'explique en partie parce que je suis visiblement une des rares personnes qui ne sont pas emmerdées par les Disney récents qui chantent. Déjà parce que je suis friand de comédie musicale, mais aussi parce que j'adore analyser leur écriture jamais anodine, toujours évocatrice et riche en détails relatifs au récit. Ce qui est également le cas avec les chansons d'Encanto, d'autant que Lin-Manuel Miranda s'en tire comme un chef avec un éclectisme admirable et sensé. Et puis il y a des rats. Les rats dans les films, c'est toujours cool. Un jour, ils domineront le monde, pas vrai Cortex? Je suis une souris, pas un rat. Numéro 9. Et malgré tout mon amour pour Encanto, cette année, je suis team Pixar. Le revers de la médaille pour Pixar, après avoir placé la barre si haute pendant des années, c'est qu'il suffit de sortir une production volontairement moins ambitieuse pour que ça parle d'une perte de magie dans la bouche de certains. Personnellement, je trouve que des films comme Luca aident le studio à se renouveler constamment, et à démontrer la richesse de sa palette de storytelling. Encore une fois, oui, Luca n'est sans doute pas le film le plus original du studio, et on en devine facilement les ressorts, pour ne pas dire que la fin se voit des kilomètres. Et alors ? Le même cœur animant la majorité des autres films du studio bat également dans ce beau film qui m'a personnellement laissé le sourire aux lèvres. Et j'ai vachement besoin de ça, moi, en ce moment, un sourire aux lèvres. Tout comme Encanto, bien décidé à raconter une histoire terre à terre derrière ses idées surnaturelles, Luca touche par sa sobriété et ses légers enjeux. Il capture une vision de l'enfance s'entraidant, se chamaillant, se fritant avec les loupards frimeurs, rêvant d'ailleurs, et dont le but ultime, et MacGuffin du film, est une Vespa pour assouvir leurs besoins de liberté.
Enrico Casarosa profite de son petit périmètre pour recentrer le récit sur ses personnages, soutenant l'alchimie du trio pour en faire des personnages parmi les plus attachants du studio, ce qui n'est pas peu dire. C'est élégamment mis en scène, profitant de son ratio 16/9 et de son esthétique entre la 3D et la Claymotion pour une apparence guimauve agréable à l'œil, en plus d'avoir quelques séquences évoquant facilement la Luna, le premier court-métrage du réalisateur. On devine vite l'aboutissement du récit donc, mais ce n'est aucunement un souci pour moi, la qualité de l'exécution suivant toujours, entre le fantasme et la lucidité toujours palpable. Ce que j'aime dans la façon dont c'est raconté, c'est que tout passe par les traditions de l'île, donnant un sens ingénieux à la résolution et énormément de charme. En quelque sorte, la culture, en l'occurrence italienne, devient une passerelle pour la compréhension et le respect mutuel. D'ailleurs, ça se voit que la culture italienne tient à cœur à Casarosa. Alors soyons francs, même si elle me fascine, je ne suis pas particulièrement familier avec la culture italienne. Bon, c'est pas à ce point-là non plus, hein. Mais malgré cela, je peux certainement voir que le réalisateur a énormément de respect pour elle, et un ami à moi qui s'y connaît beaucoup sur le sujet m'a confirmé qu'elle est très bien retranscrite. Tout cela fait que Luca ne mérite pas, selon moi, d'être qualifié de Pixar mineur par son simple concept. Après, vous aimez pas, c'est votre droit, hein. Oui, vous connaissez ce truc magique qui s'appelle opinion. Est-ce que tu peux essayer d'être plus méprisant? Numéro 8. Vous savez, j'ai un certain respect pour le cinéma de Ridley Scott. Même dans ses tentatives les moins réussies, il demeure un cinéaste hautement intéressant. Oui, vous voyez Alien Covenant, le truc que personne n'a aimé? Bah moi je l'ai bien aimé. Mais bon, j'ai sans doute tort, c'est Durandal qui l'a dit après tout. Lui aussi, il a frappé fort cette année, avec 2 films pour le prix d'un. Bah j'ai pas vu House of Gucci, c'est de l'autre dont je vais parler. Scott a beau être octogénaire, ça fait plaisir de voir qu'il continue à être un cinéaste intéressant, en offrant du cinéma dans son sens le plus noble. D'autant plus que le bonhomme a toujours une sacrée hargne. Pour le peu d'action qu'il y a dans le dernier duel, c'est vraiment à couper le souffle d'une violence inouïe. Ça me manquait de ressentir une telle intensité en salle en termes d'action. Enfin bon, le film n'est pas juste un récit d'action médiéval bien sûr, mais je dis simplement que s'il livrait la même qualité d'action pendant tout un film, je foncerais sans hésiter au cinéma avec un caleçon de secours. Le récit est plus dans le style à la Rashomon, en narrant ce qui a mené à ce dernier duel judiciaire entre Jacques Legris et Jean de Carouge. Et c'est certainement l'une des œuvres à la Rashomon les plus intéressantes que j'ai vues depuis un moment. Loin du dispositif anecdotique, il fait réellement sens. Il permet un regard sur les différents points de vue et sur la vraie nature des relations venimeuses entre les personnages, il alimente les émotions, jusqu'au climax en forme de point culminant d'une puissance redoutable, il complète le sens des dialogues, et il renforce certaines scènes pivots jusqu'au déchirant. C'est un exemple qui fonctionne, car là, on est bien dans l'exposition de points de vue différents autour d'une même action, et pas dans la relecture, genre remise en doute des actions qui se seraient passées ou non. Ça aide à rendre la portée du discours autour de la vérité intemporelle selon moi, car vous savez, il y a vérité et vérité. Mine de rien, c'est assez subtil pour du Ridley Scott, car oui, il faut s'avouer que la subtilité n'est pas là où il excelle le plus en général. Et c'est doublé d'un discours excellemment mené sur la place de la femme, mention pour l'excellente Jodie Comer au passage qui tient la dragée haute à ses partenaires, trouvant un contexte adéquat et là encore, sachant comment garder un côté intemporel sur bien des aspects. C'est donc un très bon et passionnant récit féministe avec des batailles qui trouvent le cul, que demande le peuple? Numéro 7. Je vous avais dit que je vanterais à nouveau les mérites de l'animation française un jour. Bon, j'ai dit ça il y a plus d'un an, mais mieux vaut tard que jamais. Je ne savais pas grand chose du Sommet des Dieux avant d'aller le voir, seulement que c'était tiré d'un manga, et la vue de l'affiche qui me faisait me dire « Ouais, trop cool, un film sur l'alpinisme !» Ouais, les films en haute montagne enneigée me fascinent en général, sûrement pour leur ambiance glaciale, sans mauvais jeu de mots. Et la perspective d'expérimenter ça au cinéma, je ne dis pas non. Bien m'en a pris, cela dit, de ne pas trop me renseigner sur le contenu réel du film, occupant en réalité une bonne partie de son temps pour instaurer une enquête autour d'un morceau important de l'histoire de l'alpinisme, et conduisant naturellement vers l'escalade attendue et les sensations fortes qui, pour le coup, sont bien fortes. En fait, le Sommet des Dieux répond à ma fascination envers les histoires autour du sujet de l'alpinisme extrême. Mais pas de la manière attendue. Car avec son parallèle entre le reporter en quête de vérité et l'alpiniste fixé dans son objectif d'escalader l'Everest, il pose la question « À quoi ça rime tout cela, cette quête d'aller aussi loin au péril de sa vie ?» Si le caractère satisfaisant de la réponse que le film apporte reste à voir selon la personne, tout cela est d'une belle cohérence. Et j'apprécie que le facteur d'humanité ne s'en retrouve pas enfoui sous d'épaisses couches de neige, ces personnages éveillant autant l'intérêt à les suivre que les émotions vis-à-vis de ce qui leur arrive ou pourrait leur arriver. Le réalisateur Patrick Imbert a su comment me garder en haleine tout le long du film, avant même que l'ascension de l'Everest n'intervienne, l'ascension d'un pic tutoyant le divin pour renvoyer à notre quête humaine de réponse. La magie d'un film qui, en traitant d'un sport absolument pas à la portée de quiconque, instaure des enjeux accessibles, aux conclusions pas aussi prévisibles qu'elles en ont l'air, et une émotion tangible.
D'autant que le film est certainement beau à regarder. Le médium de l'animation ne retire rien au caractère à la fois ensorcelant et terrifiant des hauts pics enneigés, et la direction suit pour tirer avantage de cela, et compléter la dualité entre les personnages de Fukamashi et Abu. Autant dire qu'on n'a pas vu une aussi magnifique œuvre d'animation sur l'alpinisme depuis... Tintin au Tibet, je suppose. Ah bah tiens, quand j'y pense, les deux tournent autour d'un reporter faisant de l'alpinisme, belle coïncidence. Ah non, c'est vrai, je suis bête, à quel moment Tintin est un reporter? Numéro 6. Et voilà un bon ragoût de grillons pour des grillons très grillons. Bon, ok, là c'est des sauterelles, mais vous captez l'idée. Je peux vous dire que je l'ai attendu sa sortie à celui-là. Bah merci Madame Covid. Enfin, on l'a quand même mis au cinéma, merci The Jokers, parce que c'était un moment intense me concernant. Essentiellement, c'est un film sur un élevage de sauterelles qui tourne mal. Ouais, j'ai toujours su que Flip cachait quelque chose de louche. Le plus beau, c'est que La Nuée n'est pourtant pas un film d'horreur à proprement parler, et je l'ai quand même trouvé sacrément angoissant. En fait, juste Filippo se sert de ce qu'il a sous la main côté élément horrifique pour complémenter son cadre familial et son discours sur l'agriculture en péril aujourd'hui. Les sauterelles mettent autant mal à l'aise que la tension palpable au sein de la famille mise en scène. Du coup, les bestioles ne sont pas la plaie les rongeants, elles l'accentuent. En général, j'adore ces films où la tension monte constamment et où on attend le moment où tout cela explosera d'une manière ou d'une autre. Et en l'occurrence, le chemin pour y parvenir est un chemin de croix des plus dérangeants. Ça fonctionne particulièrement parce que les personnages sont crédibles dans leur diégèse. Et du coup, on les prend en considération parce qu'ils ne servent pas juste de victimes sur pied qu'on attend juste de voir mourir sans porter d'intérêt envers eux. Du coup, comme le film prend judicieusement son temps, la tension se construit lentement, mais chaque parcelle s'en ressent bien plus encore. D'autant que personnellement, cette histoire me fascine sur bien des points. Cette vision d'une éventuelle apocalypse qui pourrait être générée depuis une seule personne désespérée, cette exploitation de la psychologie, ce rapport à la chair, ce qu'on serait prêt à donner pour servir une cause qui en finit par devenir un intérêt purement personnel, ça accentue la chair de poule ambiante. Du coup, quand on a une mise en scène à la hauteur pour perfectionner tout cela, bah c'est un plus non négligeable. J'ai été assez impressionné par la maîtrise de Juste Filippo pour un premier long métrage, car il sait employer tout ce qu'il est possible d'employer pour décupler l'angoisse latente. J'apprécie que le film ne néglige pas les éléments que trop de films voulant faire peur ont tendance à négliger dernièrement, particulièrement les choix de design sonore et de couleurs. La Nuée fonctionne pas mal par métaphore pour renforcer son propos, particulièrement dans son quart d'heure final, mais ce n'est pas assez lourd pour que ça vienne parasiter l'expérience en ce qui me concerne. Je me sens un peu seul à l'adorer ce film, alors je vous encourage fortement à le voir évidemment. En plus, c'est aussi français. Pas mal, non? C'est français. Numéro 5. Je l'ai déjà dit, j'adore les comédies musicales et j'adore le cinéma de Steven Spielberg. Alors bien évidemment, je n'allais pas faire ce top avant d'avoir rattrapé un certain West Side Story. La version Spielberg m'a donné envie de revoir la version Robert Wise et Jerome Robbins de 1961. Non pas parce que je regrettais cette version tandis que j'assistais à la nouvelle, mais bel et bien parce qu'il me paraît fascinant d'observer non seulement ce qui les différencie, mais ce qui les rend complémentaires. Ce sont deux adaptations du même musical du talentueux et regretté Stephen Sondheim, avec un son à la fois similaire et différent coulant dans les veines de chacun, en tout cas une même verve. Bonne chose, Spielberg n'a pas l'intention de nous faire oublier son aîné de 60 ans pile, occasionnant une réadaptation à la fois humble et pleine d'entrain, conjuguant une cinématographie moderne au lyrisme général des films des années 60 sur les déboires d'une jeunesse égarée. Les couleurs pétaradantes de l'original sont troquées contre un jeu plus subtil, mais l'énergie demeure, une énergie à la fois enthousiasmante et déchirante, qui doit beaucoup à l'addition de toutes les petites fibres composant le spectacle. La caméra est inspirée, les acteurs sont à bloc, et la gestion de l'espace est au poil. Et quand tu te dis que ce même Spielberg a été producteur exécutif sur Cats, est injecté cependant une emphase sur l'aspect social pour justifier la relecture, nous faisant revivre une histoire vieille de 60 ans pour la rendre toujours plus intemporelle sur une échelle plus élargie. À y penser, le récit a des sensibilités qui étaient faites pour Steven Spielberg. Du coup, les thématiques chères au réalisateur sont placées naturellement, avec un cœur gros comme ça. Si c'est parcouru d'une énergie nous rappelant à quel point Spielberg est un grand enfant, et c'est tout à son honneur, le cinéma du réalisateur ne s'est pas paru d'un air aussi triste depuis l'ère de AI, intelligence artificielle. Car dans ce récit, encore aujourd'hui, ces hommes déchirés par la haine de la différence sont pourtant tous pareils. Des hommes abandonnés, dansant et chantant sur les ruines d'un quartier qui s'effondre, sous forme de destruction de leur microcosme, pour faire comprendre que ce qui les entoure ne veut pas d'eux. West Side Story 2021 est donc une nouvelle preuve de la superbe polyvalence de son réalisateur, qui pourrait, je suis sûr, maîtriser n'importe quel genre du cinéma. Du coup, j'attends impatiemment qu'il se tente au cinéma érotique. Eh, osez me dire que vous n'iriez pas voir un film érotique réalisé par Spielberg. Numéro 4. Anthony Hopkins est quand même une personne formidable. Il est aussi bon pour nous rappeler que oui, les personnes âgées peuvent être cool, que pour exacerber la vulnérabilité qui touche beaucoup d'entre eux.
Et si vous ne me croyez pas, c'est que vous n'avez pas vu l'un des films les plus déchirants de cette année 2021. C'est en effet une des choses m'ayant le plus touché dans The Father, le côté vulnérable du personnage d'Hopkins, au même prénom que lui, et date de naissance aussi, Coincidence? I think not! dont le pire ennemi est sa propre faculté cognitive alors qu'il croit que tout le monde est contre lui. Il n'est donc pas seulement question de vieillir, mais de régresser jusqu'à l'enfance dans un sens, quand le monde entier paraît effrayant, confus, et quand on a désespérément besoin d'un réconfort au risque de le quémander dans les larmes. Je dois bien avouer que j'ai eu l'air minable à la fin du film, une fontaine telle que je l'ai été à la fin du visionnage de Coco il y a déjà plus de 4 ans. Comme quoi, moi et les œuvres sur la vieillesse, c'est une belle histoire d'amour. D'autant que depuis Coco, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui ne m'ont rendu The Father que plus douloureusement identifiable. Au point que je lui pardonne quelques artifices un tantinet téléphonés pour renforcer l'aspect tire-larme, comme la toute fin. Elle m'est parue justement comme si le film voulait nous prendre par la main comme on le ferait avec un enfant, ou en l'occurrence le pauvre personnage d'Anthony. Mais ça sonne juste le plus souvent. Je pense que qualifier The Father de film manufacturé pour les Oscars, comme je l'ai lu quelques fois, serait passé un peu à côté. La réalisation de Florian Zeller, encore un français, Cocorico, n'a rien d'académique selon moi. Au contraire, il emploie astucieusement la caméra et le montage pour mieux nous perdre et insuffler une aura spéciale dans l'appartement d'Anthony, comme s'il était hanté, alors que les repères sont terriblement malmenés pour pleinement nous mettre à l'échelle du protagoniste. C'est tiré d'une pièce de Zeller lui-même, et même si je ne l'ai pas vu ni lu, je ne doute pas que ça a été parfaitement adapté pour tirer avantage de toutes les possibilités offertes par le cinéma. En ce sens, il y a pas mal de petits passages a priori anodins que je trouve en réalité brillants dans la façon dont il joue avec l'espace. Et cette mise en scène aussi travaillée ne retire rien au sentiment de pureté se dégageant des émotions fortes, amenées pourtant parfois avec une violence certaine. Un sublime compromis entre une exagération de l'horreur permise par le cinéma et une horreur aussi réaliste que celle occasionnée par nos propres faiblesses. Ou comment résumer en quelques mots, Déprime, on va se pendre. Numéro 3. Allez, on passe du film le plus déprimant de l'année au plus feel good, et accessoirement deuxième film d'affilée avec Olivia Colman dedans, non on ne s'en fout pas. Bon, que pourrais-je ajouter à propos des Mitchell contre les machines, étant donné que j'ai déjà dit le gros de ce que j'en pensais dans une précédente vidéo. En tout cas, mon avis dessus n'a pas changé, c'est toujours en ce qui me concerne une vraie bombe de bonne humeur, capturant parfaitement à sa manière ce qui fait une famille en mêlant un road movie terre à terre à une apocalypse technologique déjantée. J'aime la prise du point de vue de Katie Mitchell, personnage qui est facile parmi les meilleurs personnages d'animation apportés par 2021, et cela contribue à pratiquement toutes les qualités du film. Notamment la mise en scène à la créativité débridée, en hommage aux créateurs avec plus d'imagination et d'amour pour ce qu'ils font que de moyens, et le traitement du sujet de la famille. Avec le mélange du point de vue et l'exagération permise par l'animation, l'hommage aux weirdos trouve en la famille Mitchell un bon porte-parole, quand bien même c'est, au final, une famille comme les autres, simplement dans l'incompréhension les uns des autres. Tout est une question de communication, ce qui est astucieusement relié aux nouvelles technologies dans les bons comme les mauvais côtés, un peu comme ce que disait Ralph 2 avant. Puis je le redis, mais Cathy est quand même une fille géniale, et elle est super cultivée d'après son Letterboxd. Bref, comme je le disais, mon avis ne change pas, et c'est toujours en ce qui me concerne le meilleur film d'animation de 2021. Enfin, techniquement. Numéro 2. Oui, si je dis techniquement, c'est parce qu'en vrai ce serait Le Peuple Loup, mais il est techniquement sorti depuis 2020, c'est en 2021 qu'il est arrivé au cinéma chez nous. Mais de toute façon, je me suis juré de voir ce film au cinéma et pas ailleurs, quitte à patienter pendant 1 an en me mordant les doigts, et j'ai tenu parole. Alors j'estime que c'est un film de 2021 parce que zut, voilà. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir tenu parole, parce que Le Peuple Loup est un grand film, et quitte à tomber dans le cliché du parce que c'est le dernier que j'ai vu, c'est probablement mon préféré de chez Cartoon Saloon à ce jour. L'animation en tout cas m'a laissé émerveillé à chaque seconde, c'est si fastueux et si inspiré, tout en étant peut-être la plus influencée des films du studio. J'ai pas mal pensé à UPA notamment, entre les contours, l'emploi des couleurs et de l'abstrait, et la tricherie avec les perspectives. Et rien de tout ça ne paraît anodin puisque ça complémente le symbolisme de la liberté, avec l'animation et la mise en scène différents entre le village et la forêt, ainsi que leurs habitants respectifs. L'usage des formes et designs ronds et carrés, l'animation des personnages de la forêt aux traces des croquis visibles comme s'ils s'en affranchissaient, la profondeur confère en plus d'immersion à la forêt et plus de sentiment de cloisonnement au village, etc. Je pense qu'on pourrait parler des dizaines de minutes rien que de l'animation, tant elle est riche et intelligemment exploitée, en plus de proposer des designs très attachants. Sérieux, si vous êtes capable de dire non à cette bouille, vous n'avez pas d'âme. La formidable esthétique ne masque pas non plus la très jolie histoire qu'elle accompagne. Au contraire, elle la complémente, aussi simple soit-elle, ce qui sera remarqué en premier par beaucoup, j'imagine. Alors déjà, encore une fois, je trouve que la simplicité devient sous-estimée, et de plus, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait qu'elle ne soit pas édulcorée, n'ayant pas peur d'intégrer les dérives de la religion et l'hystérie collective dans le lot.
Tout cela efficacement rattaché par le biais de multiples sous-thèmes à une histoire parent-enfant très émouvante. Et moi j'adore les histoires parent-enfant émouvantes, donc c'est tout bénef. C'est le genre de film que les enfants méritent parce que ça ne les prend jamais de haut et parce que ce n'est pas destiné qu'à eux ni susceptible de n'être apprécié que d'eux. La décennie 2020 vient à peine de commencer qu'elle vient déjà de trouver un concurrent plus que favorable au titre de meilleur film d'animation de cette décennie. Vous êtes fort chez Cartoon Saloon. En plus, il y a des loups, donc il y a peut-être léger biais venant de votre humble serviteur, parce que les loups c'est trop cool aussi. Bon, avant de passer au numéro 1, je tiens évidemment à rappeler qu'il y a forcément des films de l'année que je n'ai pas vus. En tout, j'en ai vu une quarantaine pour rappel. Rien à voir avec celle qu'on risque à un moment ou un autre. Et bien sûr, parmi ceux que je n'ai pas vus, il y a des trucs qui me tentaient beaucoup. Donc voilà quelques infortunés que j'aurais aimé voir et dont je n'exclus pas la possibilité qu'ils entrent dans le classement quand je les verrai. À supposer qu'ils sont aussi bien que je l'espère qu'ils sont. Ah bah ça change un peu des mentions honorables, hein. Bref, finissons ce top. Numéro 1. Est-ce que je vous ai dit que j'adore les comédies musicales? Si je devais résumer Annette en quelques mots, je dirais que ça me fait penser à une fusion entre du Steven Sondheim et du Jacques Demy, le tout sous acide. Je ne sais pas trop comment ça a fini par être un des films que j'attendais le plus cette année. Je crois que j'avais vu une bande-annonce au hasard sur internet ou avant un autre film. D'autant qu'à l'époque, le seul Léos Carax que j'avais vu ne m'avait pas trop convaincu. Et pourtant, j'étais quand même impatient de découvrir celui-là, et aucune déception pour ma part, car Annette, c'est de la comédie musicale à la fois alternative et authentique, et ultra généreuse. À l'image du personnage d'Adam Driver face à son audience, ce film semble chercher à tester le spectateur. Il y a de la provoque, mais il invite surtout à laisser parler le sensoriel, d'où la demande du réalisateur lui-même au tout début du film, de ne rien faire tout le long du show se déroulant sous nos yeux, pas même respirer. En même temps, respirer c'est additionnel quand le spectacle est aussi enivrant. Adam Driver d'ailleurs, c'est peut-être le passage fanboyisme mais c'est définitivement un de mes acteurs préférés. Et ici, entre son incroyable sens de la polyvalence et sa prestation habitée qui colle des frissons, il est une claque à lui seul. Marion Cotillard n'est pas en reste ici cela dit, et bravo à Carax pour m'avoir fait dire ça. Bravo à Carax tout court en fait. Annette c'est une trame plutôt simple sur le papier et confirme l'attention nettement plus élevée que je porte à l'exécution. Le film garde un côté insaisissable sans paraître complètement obtus. Il a surtout l'air d'un véritable songe éveillé, ou d'un cauchemar éveillé. Ou plutôt d'un spectacle dans lequel absolument tout le monde est impliqué, où l'improvisation semble se mêler à la rigueur. Rigueur comme celle du premier numéro musical méta. Parce que niveau musical aussi, j'en ai eu pour mon argent. Sparks fait des étincelles, et je ne dis pas ça juste pour le jeu de mots trop facile. Toujours est-il que le groupe soutient cette tragicomédie et les émotions des personnages qui l'habillent musicalement au diapason. Je suis allé voir le film 2 fois en l'espace d'une semaine, ne serait-ce que pour l'excellentissime bande originale, qui correspond à tout ce que je trouve passionnant à analyser dans les bonnes bandes originales de films. On a des morceaux aux paroles recherchées et au choix des mots pertinents, avec de la subtilité dans les leitmotifs, et beaucoup d'intelligence et de sens. Notamment la chanson d'amour d'Anne et Henry qui fait on ne peut plus artificielle, s'accordant brillamment avec la façon dont elle est ramenée dans le récit plus tard. Annette est une farce sombre mais sincère derrière sa mécanique scénique, dans laquelle la petite fille éponyme semble être le seul rayon de lumière au milieu de tous ces gens pourris d'une façon ou d'une autre, satirisés de tous les côtés. Et heureusement, jamais ça ne vient perturber la maestria avec laquelle Carax dirige son gros délire, convoquant tour à tour esthétique clip, théâtrale et comédie musicale cinématographique, avec un flamboyant lyrisme. En plus, meilleure fin de l'année. J'en ai rien à secouer, c'est même pas débattable. Bref, j'adore et j'espère que ce film fera parler de lui encore longtemps. Et ainsi se termine 2021. Si ça vous plaît que je parle un peu cinéma ici, dites-le moi, je le referai possiblement. Mais bien sûr, l'animation restera le principal centre d'intérêt de ma chaîne, et j'espère que vous continuerez à suivre mes projets au cours de l'année 2022. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu, et si j'ai loupé un de vos films préférés de 2021, eh ben c'est le jeu ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux que je te dise. On se retrouve lors de la première vraie chronique d'animation de 2022, ciao!